History Ruse. Et alors? Je compense. Et alors? J'adore cette vieille pub où on voit cette sublime irlandaise rousse qui assume cette singularité d'une manière tellement belle. La rousseur et l'ego partagent un point commun historique et détestable, la honte. Le besoin compensatoire de l'ego, cette dépendance excessive au regard que les autres portent sur moi. Je n'ai rien de mieux à faire dans un premier temps que de les reconnaître et les accepter. C'est parce que nous jugeons moralement et sévèrement ce besoin que nous le refoulons. Mais mettre la poussière sous le tapis, tu conviendras que c'est pas une mesure d'hygiène très saine. Bon, mettons que j'assume, que j'accepte mon besoin de reconnaissance, j'en fais quoi? Il faut réfléchir au meilleur moyen de satisfaire ce besoin. L'effort de conscience et la décision qui en découle devront tenir compte à minima des deux paramètres déjà cités, l'efficacité et l'éthique. L'efficacité dont tu parles, c'est le fait qu'on parvienne ou pas à se faire aimer. C'est ça. Et force est de constater qu'il y a des gens très maladroits qui n'y parviennent pas et qui fatalement en souffrent beaucoup. Ils ont fait de mauvais choix, ou pas de choix du tout. Sans conscience, les habitudes se reproduisent. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais mises en cause, ou bien au mieux, seulement en situation de crise aiguë. Le radiateur électrique qui marche à fond en plein hiver avec la fenêtre ouverte, si personne ne l'éteint, si personne ne ferme la fenêtre, peut fonctionner vainement pendant des heures, des semaines, des mois, jusqu'à ce que le moteur pète. Burn out électrique. On n'est pas des robots quand même. Il y a en chacun de nous un dispositif robotique. Son principal support anatomique, c'est le cerveau limbique. La prédominance du cerveau limbique fait que nous sommes souvent sur un mode automatique. On déroule de vieux programmes, on recycle de vieilles croyances, on reproduit de vieilles habitudes. Je suppose qu'il y a une alternative à cette machinerie plus ou moins déshumanisante. Oui, nous avons 3 cerveaux, reptilien, limbique et néocortical. Le cerveau limbique est très utile et très performant pour faire face aux situations simples et connues, mais très inadapté pour les situations complexes et inconnues. Et nos vies seraient beaucoup plus paisibles si ce cerveau automate, limbique, passait la main en laissant le néocortex gérer les situations complexes et inconnues. Ce cerveau, disons intelligent, le néocortex, il est très performant. Et il est le plus à même de trouver des solutions à nos problèmes. Mais le limbique s'accroche, il ne lâche pas de prise facilement. Et je suppose aussi qu'il n'y a pas de bouton marche-arrêt pour basculer d'un mode mental à l'autre. En théorie, ce n'est pas si difficile de se brancher sur notre cerveau intelligent. Pour switcher de l'automate au conscient, il suffit déjà de ralentir. Ralentir. S'arrêter. Faire une pause. Faire silence. Respirer. Profondément. Rien que ça peut permettre de faire la bascule. Le cerveau limbique répond à une logique complexe. Dans le système limbique, les connexions neuronales sont extrêmement rapides. Environ 10 fois plus rapides que les connexions neuronales du système néocortical. Et une fois qu'on est sur ce mode mental, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est sur le mode intelligent, on sert son intelligence, c'est tout. Un célèbre cognitiviste disait qu'une personne stressée, c'est une personne intelligente qui pense des choses stupides. Il y a 2000 ans, un philosophe stoïcien disait quelque chose d'assez semblable. Épictète pensait que ce ne sont pas tant les choses qui nous font souffrir que l'idée que nous en avons. Oui, les pensées limbiques. Avec un tant soit peu d'attention à la qualité de nos pensées, on constate que toute souffrance psychologique, toute émotion douloureuse, que ce soit la peur, la tristesse ou la colère, elle est associée à des pensées qui ont toutes les caractéristiques du mode limbique. Quelles sont ces caractéristiques? Les pensées limbiques sont rigides. Elles sont rigides, étriquées, mais pas seulement. Elles sont aussi irrationnelles, sans argument ou bien étayées par des clichés simplistes et illogiques. Les pensées limbiques sont normatives, conformistes, grégaires. Grégaires dans le sens où elles sont sous-tendues par une préoccupation anxieuse de ce que les autres vont penser de soi, de la place qu'on aura dans le groupe.
narcissique. Narcisse, c'est une caricature. Caricature légendaire, et dans l'histoire de l'humanité et dans les mythologies, c'est un des rares personnages qui caractérise. L'image là qui est derrière le livre vert. Tout à l'heure, on était pile poil au fond de l'image. La machinerie a l'air bien huilée. Comment est-ce qu'on peut libérer nos intelligences de cette sclérose mentale? C'est en fait extrêmement simple de stimuler nos intelligences, de basculer d'un mode à l'autre. Mais loin de moi l'idée de sous-estimer les résistances du mode limbique, de ce cerveau limbique, parce que ces résistances sont énormes. Pourtant, mon expérience de thérapeute associée à ma pratique personnelle m'ont démontré des milliers de fois qu'il suffit de remplacer une évidence par un doute, une certitude par une hypothèse, une affirmation par une question. À peine on commence à relativiser que le processus est déjà enclenché. Et si en plus on décide de sortir d'une vision binaire, si on commence à observer les nuances du réel, à en complexifier notre perception, l'intelligence gagne du terrain en flirtant avec une vision systémique. Remplacer la peur de l'inconnu par la curiosité, c'est pas synonyme d'une prise de risque inconsidérée. On peut explorer prudemment, s'informer, enquêter, écouter. L'esprit s'ouvre et les tensions émotionnelles lâchent. Et c'est très beau à voir ces visages qui se décrispent. Se libérer de l'emprise du groupe, de la tyrannie de la bien-pensance, et cheminer ne serait-ce que mentalement vers ce qu'on appelle l'individuation, c'est également libérateur et tellement apaisant. Mettre en cause son jugement, assouplir son regard, remodeler sa représentation. Intuitivement et empiriquement, nous connaissons tous ces clés et leurs vertus. Alors pourquoi n'en faisons-nous pas davantage usage? Pour faire coïncider les clés et les serrures, il faut en connaître l'existence, c'est vrai. Mais il faut aussi avoir la volonté de les utiliser souvent, très souvent. Et quand bien même a-t-on un jour cette volonté, la puissance des automatismes autorégulés est telle que l'on n'aura pas forcément le lendemain. C'est pourquoi je pense qu'on doit acquérir une hygiène mentale qui doit être sous-tendue par une rigueur. On ne devient pas champion sans s'entraîner. La gestion des modes mentaux, la GMM, est une discipline comme une autre. Elle demande de l'organisation, de la persévérance, du courage. Donc, une grosse motivation. La plus puissante des motivations, je crains que ce soit la souffrance. Dans ce que j'ai pu observer, ce qui déclenche un tel processus, dans la plupart des cas, c'est la souffrance. La prédominance du mode limbique engendre des émotions douloureuses. En thérapie, je suppose que tu sensibilises tes patients à tout ça. Il y a beaucoup de pédagogie, dans ma façon d'aborder la transformation personnelle. Quand les gens viennent dans mon cabinet, en général, ils sont en crise. Ils ont plus ou moins conscience des limites d'un système de pensée. Ils cherchent une alternative. Et la souffrance, quand elle est reconnue comme telle, c'est un terrain propice au changement. Mais de prime abord, les attentes touchent plutôt des changements superficiels. Alors tu les aides à rendre plus efficaces leurs mécanismes de compensation? Souvent, oui, les égos mal nourris réclament leur dû. Mais la thérapie est loin d'être le seul contexte pour faire cet apprentissage. Si les questions sont bien posées, on peut y répondre seul ou bien accompagné de personnes bienveillantes. Qu'est-ce que je fous là? Ah, tu l'aimes bien cette question existentielle. Moi aussi, je l'adore. Pour donner du sens à nos vies, pour savoir ce qu'on fout là, il faut mettre en cohérence notre éthique et nos actions. C'est là où je trouve que le cognitivisme sans le comportementalisme, c'est comme applaudir d'une seule main. C'est bien de faire du ménage dans sa tête, de se construire une éthique mature. Mais si on n'est pas foutu d'aligner son comportement en respectant la hiérarchie de ses valeurs, quelle hypocrisie d'un télo. Si tu mets très haut dans ta liste le respect de l'environnement, mais que tu bosses chez Monsanto, tu dois pas dormir très bien. C'est pas facile d'être soi. D'être intègre. De faire le choix d'être de bonne foi. D'écrire sa vie sans prendre un aigre. D'être vrai plus souvent que parfois.
Inspirer, expirer l'air d'un autre. Cette imposture est un cul-de-sac. Quand l'oxygène n'est pas le nôtre, on respire mal derrière un masque. Il n'est plus temps de faire le clown. C'est le moment de se taire, prendre un virage en solitaire. Silence, on tourne.